Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que je vais pas être tout seul. Tu le sais, je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai l'intention de refaire des compétitions. Et comme j'ai pas spécialement envie d'être ridicule, je me suis dit que j'avais envie de me préparer un petit peu, histoire d'être à mon top. Parce que ok, c'est cool d'être un gros bourrin, mais parfois mettre un petit peu de technique dans tout ça, et ça peut être sympa aussi. C'est pour ça que j'ai fait appel à Romain, qui est coach dans la boxe où je m'entraîne régulièrement. Alors tu sais quoi, on se retrouve avec lui après ça. Bon voilà, on se retrouve comme je vous ai dit avec Romain, donc salut Romain. Déjà pour te découvrir un petit peu, est-ce que tu peux te présenter, parler de ton parcours en tant que coach, même les études que tu as fait, etc. Ouais, alors moi j'ai commencé par des études de bio, après j'ai fait donc en neurosciences, après j'ai fait des études de psycho, j'ai été jusqu'en master 1. J'ai découvert le crossfit dans cette filière-là en fait, j'avais un stage d'observation à faire, établir un mémoire de recherche sur la psychologie du sport, et j'ai fait ça à CrossFit Montpellier. Et à partir de là, j'ai décidé de quitter la psycho et de m'inscrire dans la salle. Ça fait combien de temps ça? C'était il y a 6 ans. Après, j'étais simple adhérent, entre guillemets. Et j'ai décidé de reprendre les études pour être coach. Donc j'ai fait STAPS. Du coup, techniquement, toi au niveau du sport, est-ce que tu as toujours aimé faire entre guillemets, du crossfit, des choses qui se rapprochent à l'haltérophilie, ou tu viens d'autres sports? Moi, je viens pas de sport du tout. D'accord. Oh la question piège. J'ai commencé le sport à ma majorité en gros, parce que j'avais envie d'avoir une copine. Est-ce que c'est le seul truc en interview? Je crois que c'est le truc le plus honnête que j'ai pu voir. Non mais en gros j'aimais pas ça du tout, et surtout que j'ai fait du judo quand j'étais petit, pour apprendre à tomber notamment. Mais j'aimais pas ça du tout. Jusqu'à la terminale j'étais hors barème dans les notations de PS, les cours de PS. Et vraiment c'est en arrivant à Montpellier, donc il y a 6 ans, que là je me suis acheté mon banc de muscu, je me suis dit Balèze. Ça y est, c'est une machine. C'est une grosse brute, et ça a pas trop marché, j'ai pas trop tenu parce que c'était la muscu, ça a pas été mon truc. Mais le crossfit, ce que j'aimais bien, c'est que justement tous les jours je voyais que les gens faisaient des choses différentes, et que même des gens qui avaient pas forcément l'air sportif, tu vois, par rapport à ce qu'on peut croiser en salle de muscu ou même dehors dans certains endroits qui font du sport. Ouais. Là, même des gens qui avaient pas forcément l'air à l'aise pour bouger ou quoi, ils arrivaient à faire des trucs. Je voyais de l'observation que j'avais qu'ils arrivaient à prendre confiance en fait. Et moi, c'est un truc que j'avais envie de vivre aussi, c'est pour ça qu'à la base, j'ai commencé. Et en le vivant, j'ai eu envie de le faire vivre à d'autres. Et je remarque quand même que le changement de mentalité des gens qui font du crossfit, la plupart des gens qui ont fait la transition, il y a vraiment une évolution qu'on voit quand on commence dans la salle de muscu en train de faire un truc très individuel. Quand on arrive au crossfit, on est un peu perdu parce que ça change en fait, justement les entraînements sont totalement différents. En muscu, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'à la base c'est quand même beaucoup quelque chose d'esthétique. La plupart des gens qui arrivent au crossfit, finalement ça devient autre chose, ça devient même pas forcément de la performance tout de suite parce qu'ils découvrent tout aussi, mais vraiment du plaisir à se sentir et à se voir bouger. Quand tu vois quelqu'un qui est à la base peut-être légèrement en surpoids taper des muscle-up, généralement c'est le premier heureux d'arriver à croire, de voir qu'il peut faire ça quoi. Ouais, ou même sur des trucs beaucoup moins impressionnants, mais sur des double under ou même sur des pompes, il y en a, ils arrivent pas à faire une pompe, leur première pompe c'est un exploit. Après par contre les double under, s'il te plaît, n'en parle pas trop. Voilà, vous connaissez mon histoire avec ça, et mes doubles périostites et tout. Si on pense qu'on n'a pas le niveau pour le crossfit, c'est juste parce qu'on n'a jamais testé. En fait, vraiment, que vous soyez totalement débutant et tout, vous pouvez toujours tester en fait. Ouais, il y a forcément quelque chose à faire et à trouver quoi. Voilà. Justement, notre boulot en tant que coach, c'est de trouver la façon de vous faire aimer le mouvement. Allez, on parle de moi. Ouh putain. Mais il me regarde pas comme ça. Ça, je m'en fous, je le mets dans la vidéo. Vous avez le gars, il me regarde comme ça. A few moments later. Bon voilà, comme je l'ai dit, moi je voulais faire de la compète. J'ai envie de reprendre la compète après mon premier essai l'année dernière. Donc du coup c'est là où je suis venu te voir. Parce que, encore une fois, c'est que je le répète, je suis un gros bourrin. Je sais que j'ai de la force, j'ai de la force parce que certains vont dire ouais non moyen. Mais je sais aussi que j'ai quand même très très peu de technique. Et donc c'était l'occasion pour moi de passer un stade, parce que je me suis dit, si avec la force de base que j'ai, j'arrive à travailler ma technique, normalement je devrais arriver à exploser mes perfs avec facilité entre guillemets. Je peux faire un point. Toi, quand quelqu'un te dit voilà, je veux faire de la compète, je vais arriver à faire ça, c'est quoi, d'un point de vue d'un coach, les enjeux
que tu cherches. Parce que moi, de mon côté, c'est forcément de la performance. Mais toi, qu'est-ce que tu vas rechercher envers quelqu'un que tu vas apprendre sous ton aile? Faut se mettre d'accord avec ça dès le début. C'est pour ça qu'on en a parlé dès le début. Voilà, qu'est-ce que tu es prêt à mettre dans tes entraînements en fait, quelle motivation tu as et tout ça. Après, avec toi, notamment, l'état des lieux qui a été fait, c'est surtout sur la technique au départ. Et finalement, ton mental et ton envie de faire de la compète, ils sont là, bah, c'est bon, il n'y a pas vraiment à travailler dessus. Là, le gros travail qu'on a eu dès le début, et où je t'avais dit qu'on partait de plus loin que ce que je pensais. Franchement, quand t'as vu le bordel, tu t'es dit, qu'est-ce que je vais faire finalement? C'était pas si catastrophique, c'est juste que, comme tu l'as dit, t'as de la force et t'es un bourrin. Voilà. Sorti de là, c'est juste que je m'attendais pas à ce qu'il y ait effectivement aussi peu de... Parce que je connaissais les barres que tu arrives à soulever, en termes de mouvement d'haltérophilie, un peu en termes de mouvement de force. Et du coup, je pensais pas qu'il y avait aussi peu de technique, ou en tout cas de conscience technique que ça. Donc ce que j'ai vu moi la première séance, c'est qu'effectivement, il y allait avoir beaucoup de boulot sur les placements et la coordination en fait, surtout sur les passages des genoux, l'extension de hanches. La coordination. Ah bon, aussi moi pour passer des DU. Mais après ça c'est le plus gros défaut que j'ai vu chez la plupart des gens, c'est que la plupart des gens qui viennent et qui ont déjà une grosse base de force, ils ont un problème. Parce que forcément, ils n'ont pas besoin de la technique jusqu'à présent pour avoir des barres qui sont similaires à des gens qui s'entraînent depuis un moment. Donc, au moment où ça bloque, ça bloque vraiment, parce que du coup, pour passer ce palier-là, il faut revenir à la base de la base, donc des barres à vide, des barres à 40 kg, un bâton. Frustration. Voilà, c'est ça. Donc toi, tu l'as vécu dès ta deuxième séance, du coup. Ah ouais, c'est horrible. Franchement, enfin, quand vous arrivez à faire du front squat à plus de 100 kg et qu'on vous dit, Jordan, vas-y, prends une barre à vide, et que vous arrivez à être KO. Parce que clairement, il m'a tué avec une barre à vide. Franchement, je suis pas bien. Hein. Franchement, pour la suite, je me suis dit, mais non, mais sérieux, je suis si nul que ça, c'est chaud quoi. Quand on décide de faire une prépa physique pour un objectif, il faut être capable aussi de se remettre en question et de se dire, bon bah ok, je suis capable de faire ça, mais s'il y a un truc qui bloque, faut reprendre la base quoi. Et si on n'arrive déjà pas à le faire avec un bâton. Forcément, si tu veux entamer un travail sur la technique, on va revenir aux fondamentaux, c'est obligé. Et du coup, en plus, je vois ça aussi beaucoup chez Warrior Dark Gym avec la clientèle qui vient de la musculation. C'est que forcément, il y a des gros points forts. En termes de traction stricte, par exemple, vous êtes très fort en nom de la muscu parce que vous l'avez beaucoup bossé en termes de tirage, en termes de traction stricte, on a proprement parlé. Paradoxalement, avoir cette base de force, ça dessert sur l'haltérophilie parce que du coup, toi, par exemple, tu te sers que de tes bras. Et un autre défaut qui est venu de ta pratique de la musculation, j'imagine qu'à force de faire certains exercices et d'isoler certaines chaînes musculaires, il y a des points dans ton dos que tu sens pas en fait, que tu sais pas s'ils sont fixés, s'ils sont contractés, s'ils sont machin. Ouais, mais totalement. Alors que si dès le départ tu avais vu le mouvement dans sa globalité, donc par exemple sur un soulevé de terre ou même sur un tirage haut avec une extension de hanche ou quoi, donc ce qu'on peut voir dans les vidéos qu'on fait de toi pendant les séances, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Et donc c'est pour ça qu'on revient à la base, pour vraiment, je te montre en fait les endroits où il faut que tu te concentres et tout ça, et après tu y arrives de mieux en mieux, donc ça c'est cool. Dans une compète, par exemple, si ton dos il est pas parfaitement placé à chaque fois que tu prends une barre, tu vas pas forcément te faire mal et c'est pas forcément grave. Oui, mais dans un travail technique, on n'a pas le choix. En compète entre nous, moi j'en filme, vous êtes au courant de mon travail, vous m'avez vu, de toute façon vous me dites bonjour maintenant quand je suis sur les compètes, donc c'est bon. Niveau technique, des fois c'est chaud, en même temps t'es là pour gagner, tant pis quoi, des fois. C'est ça, et puis après il y a la grosse force des compétiteurs, c'est qu'ils se connaissent. C'est normal que même sur un nombre de répétitions donné dans ta semaine, il n'y ait pas toutes les répétitions qui soient parfaites. Mais tout ce qu'il faut, c'est que tu le saches et que tu saches aussi le corriger si tu le vois. Par exemple, si tu te filmes, si quelqu'un te filme, quand tu te vois, tu sais qu'il faut que tu arrives à savoir que là c'est pas bon et que tu peux le faire mieux, quoi. De par notre vécu, notre passé sportif de blessures ou même tout simplement notre apprentissage moteur, on n'a pas tous les mêmes possibilités de mobilité. Et on n'a pas tous le même axe de mouvement. C'est-à-dire, il y en a, ils ont les genoux qui rentrent et ça leur fait mal. Il y en a, ils ont les genoux qui rentrent, il n'y a pas de problème. Oui, c'est... Bon, le mieux, c'est que les genoux ne rentrent pas, mais est-ce que c'est toujours grave? Non, pas forcément. Si je pense que quelqu'un qui fait 2 mètres, lui demander de faire un squat cul par terre, c'est peut-être pas pareil qu'un mec qui fait 1m60, quoi. C'est ça, en tout cas, ça demande pas la même souplesse, quoi. Ouais, c'est ça. S'il est très souple, ça va, sinon, ça va être compliqué. Voilà. Mais c'est aussi pour ça que le coaching individualisé, c'est intéressant dès que tu as un objectif, parce que forcément... Donc, par exemple dans un cours de CrossFit ou un cours collectif. Certes, notre boulot c'est de faire en sorte que le coaching soit le plus qualitatif possible, d'être le plus présent pour tout le monde et tout ça, mais forcément si tu as 14 personnes, c'est pas pareil que si tu en as une ou deux.
Même si Ouais. tu prends 10, allez, on va dire, dans le meilleur des cas, petit créneau, il y a 10 personnes dans le cours. Ben, ça fait que 12 minutes par personne. Ouais, mathématiquement, oui, c'est Donc- ça. Pardon. Attends. J'ai dit 12 minutes par personne. Ça fait 6 minutes par personne. Et tu m'as même pas corrigé, t'en balèques, mec. Moi, Donc- je m'attendais à avoir un commentaire de mec qui disait ah, c'est pas compté. Donc je disais, parce que je sais pas compter, ça fera 6 minutes par personne. Oui, mathématiquement, voilà, et en plus, comme les niveaux sont mélangés, il y aura des personnes qui auront besoin d'un peu plus de temps. Si on s'intéresse à une progression plus rapide ou plus importante, ou vraiment concentrée sur soi, le coaching individuel, c'est obligatoire, quoi. Nous, on s'entraîne une fois par semaine ensemble. On fait un coaching voilà, une fois par semaine parce que tu sais que je m'entraîne déjà 2 fois par jour, voilà, pas mal de fois, même si je mixe pour pas trop me tuer. Est-ce que tu penses que toi, en tant que coach, une fois par semaine, c'est suffisant pour passer un gros cap? Ou alors tu te dis, voilà, il faut aller sur un nombre de séances beaucoup plus important? Je pense que ça dépend de la pratique à côté. Si on a un pratiquant qui est déjà qui a une routine, qui a déjà les mouvements de base bien acquis et tout ça, une fois par semaine en soi c'est vraiment pour corriger un truc de détail dans la semaine, et le reste du temps il s'entraîne et il se débrouille. Dans ton cas par exemple, si tu t'entraînes tout seul, mais tu t'entraînes aussi des fois dans des créneaux avec un coach, donc je sais que tu es coaché à côté si tu veux, tu t'es pas tout le temps tout seul. Oui. Après, pour quelqu'un qui doit vraiment reprendre tous les mouvements, moi c'est ce que j'avais appris à la fac, en gros en dessous de 3 séances c'est pas un entraînement, c'est du sport, quoi. Effectivement, Ouais, on se on bouge, dépense ouais. et voilà, on bouge. Mais les 2 séances sont soit elles sont trop rapprochées et du coup t'as donc 5 jours où tu fais rien, soit elles sont trop éloignées et du coup elles sont indépendantes en fait. Beaucoup de mouvements, beaucoup de qualité de mouvement, de coordination et tout ça qui nécessitent de la pratique. Mais du coup, si je reviens sur ta question, en termes de séances à prévoir avec un coach, selon ses points faibles et selon tout ça, il faut prévoir plus d'une séance par semaine avec un coach, donc pas forcément Oui. avec un coach individuel comme tu disais, mais même en termes de mise en situation et tout ça, c'est compliqué de faire ça tout seul tout le temps, quoi. Ouais, bah, de toute façon, tu peux pas te corriger, je pense. Tout seul, c'est compliqué d'avoir une vision. Moi, je l'ai cru à un moment, je me suis entraîné presque 1 an et demi, même sans me regarder en fait. Vous arrivez à évoluer, mais en fait, vous prenez, c'est comme quand vous conduisez, vous sortez de l'auto-école, vous êtes bien, et puis 1 an après, vous faites n'importe quoi, mais vous arrivez à conduire quand même. Les WOD en cours sont primordiaux, c'est-à-dire que c'est la base. Il faut suivre cette planif-là, il faut respecter le travail qui est fait, le coaching qui est donné dans ces cours-là. Mais c'est sûr que c'est plus intéressant avec une personne qui est là, qui est focus sur toi, parce que tu auras forcément plus de temps, moins de moments où tu pourras regarder un peu les autres et tout ça. Ça, vous n'êtes pas trop au courant, à part si vous me suivez sur Instagram et vous voyez mes insultes, mais le samedi, il organise ce qui s'appelle les WOD Advance. Et du coup, c'est un WOD où justement on est beaucoup plus en autonomie pour des gens avancés. Et là, par contre, vous avez une grosse charge de travail parce que on a l'occasion, comme on est censé avoir des bases qu'on maîtrise, on peut avancer, on peut faire de plus grosses sessions. Ça dure 1h30 et là, à la fin, vous êtes bien KO. Et là, on voit la différence par rapport à un WOD d'1 heure où on est avec des gens de tout niveau parce que forcément, il faut s'occuper, il faut faire les initiations, il faut faire les montées de gamme. Là, quand on se débrouille tout seul, forcément, ça va plus vite. Et quand on va plus vite, on fait plus de trucs. Effectivement, il y a le sentiment d'autonomie qui, du coup, permet aussi de prendre un peu confiance sur certains trucs. Ça fait aussi que si tu te connais assez, tu sais mieux comment t'échauffer et tout ça, donc tu sais mieux que moi finalement comment t'échauffer. Moi je peux te faire des burpees, y a pas de problème, mais si tu sais par exemple que... J'ai pas envie d'en parler. Si tu sais par exemple que pour toi, pour faire un bon squat, il faut que tu passes tant de temps à ouvrir ta hanche, tant de temps à fermer ta cheville, à des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que l'autonomie c'est bien pour ceux qui se connaissent. Et pour ceux qui se connaissent pas, ça leur apprend un peu à se connaître. Après, en sachant que je suis quand même sur place. Donc Oui, il y a un coaching, c'est pas genre on n'a pas un tableau où c'est marqué et on se débrouille. Non, il est là quand même. Au niveau du coaching, alors là c'est un petit peu spécifique comme question, c'est qu'est-ce que toi tu préconises, mais surtout dans la durée d'un coaching. Je parle pas d'une séance, je parle dans, on va dire, le programme. Est-ce que pour toi, du coaching perso, ça doit être une espèce de cure tu vois, je parle pas de free, vous le savez. Qu'est-ce que toi tu préconises aux gens qui veulent faire du coaching perso? Est-ce que tu dirais qu'il faut se faire pendant un moment donné ou alors c'est quelque chose qui va s'inscrire dans du moyen voire du long terme? Je serais plutôt sur la même logique que j'ai pour le mouvement en fait. On peut pas se mettre des barrières tout de suite et dire bon je fais du coaching pendant 1 mois et après je me débrouille tout seul par exemple.
Comme on peut pas dire je vais faire du back squat lourd aujourd'hui, rien à battre. Tu vois. Si tu arrives dans la salle et qu'en fait tu sens que tu es fatigué, que le back squat en fait tu le sens pas, tu as mal au dos, tu as mal au genou, je sais pas quoi, bah faut aviser. Et c'est un peu pareil sur le coaching, c'est-à-dire que si au bout d'un mois tu sens que t'es pas arrivé là où tu voulais, tu sens que tu as encore plein de points à voir et où tu sens que le coach peut encore t'apporter des choses, te mets pas de barrière, il faut continuer. Ça s'appelle s'écouter intelligemment. Est-ce que tu penses que je peux aller m'entraîner tout seul? Si on a fait ce qu'il fallait, on a fait ce qu'il fallait. Si tu as un autre objectif après qu'il faut travailler, bon, on va le travailler. En termes de technique d'haltéro, si tu me dis demain, bon bah là je pense que c'est bon, bah non, c'est pas bon, tu vois. Là c'était pas... pas encore, tu vois. Il y a des progrès qui viennent chaque semaine, et là on en est encore pas loin, mais il y a encore du taf. Après, de toute façon, je pense que tu vas vite... arriver aussi à... bon, peut-être qu'en termes de conditioning, on peut avoir du taf à faire, en termes de vélo, en termes de choses comme ça. Mais... Pourquoi tu balances les dossiers? Non, parce que... Bon, allez, je vais vous balancer un petit truc. Parce que Romain, si je l'insulte à chaque fois qu'on fait des watts, parce que Romain, quand il est tranquille à l'assaut bike, c'est comme moi je fais un sprint. C'est-à-dire que le dernier coup, il m'a sorti un truc 3 fois 50K à l'assaut bike avec des mouvements au milieu. Il avait fini les 50K à l'assaut bike du deuxième round, que moi j'avais pas fini le premier mouvement. Et franchement, ça me rend fou. C'est-à-dire que je comprends pas comment il fait. C'est-à-dire que... Non plus, je comprends pas comment... Et après, il arrive genre tranquille, t'es en train de crever, il te met 5 minutes, tu vois. Il arrive à côté, il fait... Allez, je comprends pas, tu tires pas avec tes bras. En fait, à ce moment-là, je t'en prie, t'as envie de prendre la dumbbell à côté, de lui mettre dans la gueule. Hein. Mes propos sont totalement déformés. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. T'as pas le choix. Ok. Ça fait quoi? Ça fait 10 jours maintenant, 2 semaines que je me suis blessé à l'épaule parce que j'ai voulu faire une performance, comme on va dire. C'est-à-dire que j'ai voulu aller faire un jerk à 95 kg et j'ai retourné mon épaule. Donc du coup, j'ai mal. Je me suis enfin décidé à aller voir le médecin. Donc si vous avez mal, allez chez le médecin, faites une écho, c'est important. Avant 15 jours. Avant 15 jours, parce que sinon vous êtes con. Et de toute façon, c'est ce qui a conduit à mon arrêt du WOD à la dernière séance. Parce que voilà, Romain avait prévu un bon conditioning qui était assez intéressant. Dur, quand vous le lisez, c'était dur, mais vraiment intéressant. Et je me suis arrêté au 4e round sur 20. Parce que je sentais que si je finissais, j'allais me retourner le bras. Ça, c'est une chose que je pense que les gens doivent être conscients. Réussir un WOD, c'est cool, mais que ce soit pour des petites blessures à la con, genre quand vous vous ouvrez les mains ou quand vous avez une blessure qui peut arriver, je pense qu'à un moment, il faut se dire stop, parce qu'à un entraînement, tu l'arrêtes. Allez, au pire, tu as une séance qui est mauvaise. Par contre, tu t'arraches les mains, c'est une semaine qui pète. Tu te froisses un muscle, tu te déchires un ligament, c'est 3 mois d'entraînement qui pètent derrière. Sans se dévaloriser, il faut être humble. À un moment, si on se dit là, ça passe pas, mais pour une raison bien précise, faut savoir le faire, quoi. C'est pas juste de l'humilité, c'est de la conscience et du recul, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'athlète professionnel là où on est. Donc forcément, si quelqu'un se blesse, ça va pas me gêner moi, hein, ça va gêner sa vie en fait. C'est-à-dire que quand tu rentres chez toi avec tes gamins ou quand tu vas bosser, si tu fais, je sais pas, tu bosses dans le bâtiment, tu t'es ruiné une épaule, c'est dommage, tu vois. Ouais. Donc non, là-dessus, ouais, je pense que c'est très important. Je te l'ai dit plusieurs fois, hein, que tu avais bien fait de t'arrêter. Si tu le sens pas, autant aller voir soit t'arrêter, donc là t'as attendu, soit aller voir le coach et dire là ça va pas aller. J'ai aucun problème avec quelqu'un qui va venir me voir et me dire en fait je suis venu mais vraiment je suis pas en forme, Oui. je le sens pas, je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête. Je dis bah ouais, arrête-toi, prends un rouleau, prends un élastique, ça sert à rien d'aller trop loin. Aller loin, repousser ses limites, oui, mais ce qu'il y a c'est que repousser ses limites c'est pas ruiner comme tu dis soit sa semaine ou son mois ou son année d'entraînement, et c'est pas non plus ruiner sa journée, sa semaine et son mois de vie, quoi. Il y a eu des WOD, hein. Je me suis déjà cartouché, hein. Moi j'ai vomi sur des WOD, hein. Voilà, tu vois, il y a des choses où vraiment je pensais à la limite, tu sais, le goût de sang qui vient avant le vomi et tout. Je l'ai eu. C'est dégueu. C'est dégueu, mais ça arrive. Tu vois, je sais quand je me torche la tête, c'est quand j'ai envie de me tuer, mais pour moi c'est entre guillemets une bonne douleur, tu vois, c'est le moment où tu te dis là je suis en forme, j'ai les capacités pour aller au bout. Après bon voilà, il arrive ce qui arrive. Maintenant, après, il y a une limite entre dire je suis à fond et je vais jusqu'où je peux. Et le truc, c'est si je vais à fond, je me blesse. Clairement, ouais, je pense qu'on est tous conscients de la limite, même sans se blesser. Les barres, encore, c'est moins prégnant, mais sur des trucs de vitesse surtout. Sur un rythme, on sait que là, on est dans un rythme où d'habitude, on est au-dessus de ça, quoi. Quand on est en forme ou machin, donc là, on sait qu'on est fatigué. On le sent forcément. Et moi, je sais que j'ai beaucoup aussi de séances où je suis tout seul. Je me suis prévu un truc et tout, je commence et je dis bon, bah non, ça c'est pas la peine. Et donc ça va avec la conscience de soi, la conscience et la cohérence dont je parlais aussi depuis tout à l'heure du mouvement et de l'entraînement en fait. C'est que si tu viens pour faire un truc cardio et que toutes les 2 minutes tu vas boire un coup,
Bah non, c'est raté. Ou comme une certaine personne qui, si regarde cette vidéo, se reconnaîtra, quand on fait du run et qu'on change d'exercice, on n'enlève pas sa veste pour aller la poser sur son sac. On la pose à côté, on la jette et on avance. Voilà. Tu sais que je parle de toi, tu le sais. Voilà. Il se reconnaîtra, vous inquiétez pas. Hein, Fred. Voilà, au moins on est sûr. Toi, au niveau du coaching, parce que ça a forcément un impact. Tu vas pas me faire du snatch si j'ai une épaule en vrac. Comment tu vas gérer les entraînements avec ça? Donc je pense que la force du coaching ou l'intérêt du coaching dans ce contexte-là, c'est la communication. Et sur le tâtonnement au fur et à mesure de l'exercice, de l'intensité, de la charge qu'on peut mettre dessus, quoi. Au-delà de la motivation, parce que c'est vrai que nous, après on fonctionne un peu différemment parce qu'on a une partie technique, après on voit d'ensemble voilà, pour se tirer un peu la bourre, enfin, pour qu'il me tire derrière, voilà, vous imaginez le bordel, hein, voilà, les vrais savent, hein, encore une fois. Bref, hein. On en Voilà. reparle mercredi. Après voilà, moi j'ai un gros problème avec les PR justement parce que c'est tout le temps sur ça que je me blesse. Je me suis blessé au squat comme ça, je me suis blessé comme ça au soulevé de terre. Là je me blesse en faisant un PR, enfin en tentant un PR au jerk. Avoir de l'ego c'est bien et quand même vouloir tester quand ça marche pas. Voilà, je pense que j'ai encore un travail sur ça et Moi j'ai une règle sur les PR, c'est que si tu fais un PR, à chaque jour suffit son PR. C'est-à-dire que si tu fais un PR et que tu le sentais facile, vaut mieux rester là-dessus, je pense. Même si c'est un PR de 5 kg, c'est déjà énorme, hein, sur un jack par exemple, ou même sur un soulevé de terre, 5 kg, ça fait déjà plaisir. Et je pense qu'il faut rester là-dessus et de se dire, waouh, j'étais bien, je vais tenter encore 10 kg de plus. Et du coup, c'est là que généralement, 5 kg en plus, c'est trop. En sachant qu'avant tu t'es déjà flingué parce que tu as usé ton système nerveux, quoi. Oui, c'est ça, c'est que déjà sur ton PR, tu t'en es pas rendu compte, mais tu as utilisé vachement de ressources. Donc, et moi, je me laisse pas plus de 3 échecs. Il y en a un qui essaye 15 fois une barre, puis la 16e fois, ils réussissent et c'est bien. Mais sur les 15 essais qu'ils ont fait, ils ont risqué 15 fois de faire de la merde en fait. Je trouve que le PR, faut le chercher quand c'est le bon moment, quoi. Donc maintenant, je vais aborder un truc un petit peu plus ghetto, comme on dit. On parle forcément d'un aspect qu'on peut pas oublier et qui est présent quand même au CrossFit, c'est le prix. En règle générale, un coaching privé, c'est à l'heure, enfin voilà, séance plus ou moins, ça revient à combien? Ça dépend du rythme. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui vient pour une séance en one shot comme ça va être le plus cher. Si c'est quelqu'un comme toi par exemple qui dit qu'il veut une séance par semaine, déjà on a un tarif un peu dégressif. Et après si c'est plusieurs séances dans la semaine sur plusieurs semaines, c'est encore plus dégressif forcément. Parce que mais en gros ça oscille entre 30 et 70 euros. Donc pour certaines personnes ça peut paraître, parce que on va dire en une séance, en 2 séances on va dire, ça fait un abonnement au mois dans votre box. En gros c'est le délire. Maintenant, réfléchissez encore une fois à un truc, enfin ça moi je réfléchis tout le temps à cette manière-là. Tout à l'heure je vous ai dit que si vous êtes dans une séance où il y a 10 personnes, on s'occupe de vous pendant 6 minutes. 6 minutes, cette fois je me trompe pas. Techniquement, en une séance, vous avez 10 fois ça. Si vous avez des vrais objectifs, parfois faut être conscient que vous allez devoir mettre plus de moyens et plus d'investissement, que ce soit personnel ou financier. Vous demandez un investissement plus important de la part du coach aussi. Mine de rien, à chaque séance de plus, le coach vous connaît de mieux en mieux, donc c'est de plus en plus qualitatif. Donc forcément, ça se chiffre. Si jamais la personne s'y retrouve pas, pas de problème. Hein. Ça reste, du coaching perso, pour moi, c'est aussi une affaire d'affinité. C'est pas parce que vous prenez un coach qui a fait les games qui va vous faire évoluer de fou si vous l'aimez pas. Clairement, il doit y avoir, c'est comme tout, il faut qu'il y ait une espèce d'alchimie où ça se passe bien, qu'il y ait une compréhension, il ne faut pas qu'il y ait un rapport de force. Donc si vous, votre coach, vous arrivez et vous n'avez pas une bonne sensation, forcément ça ne va pas vous donner envie d'aller plus loin. Ouais, je suis avec Romain, quand on commence à faire la technique, je le vanne, il me vanne, machin, il se fout de ma gueule, il me met 3 heures d'avance, c'est pas grave, je suis fané. Je fais une photo rigolote à la fin, mais voilà, je pense qu'il faut être dans le même état d'esprit. Si vous êtes dans le même état d'esprit, normalement ça doit aller, ça doit matcher. Encore une fois, il faut rester cohérent. Il faut rester cohérent avec ce qu'on veut et ce qu'on a l'impression d'obtenir. Donc si tu arrives, tu vois la gueule de ton coach et tu dis putain, j'en peux plus de lui, ouais. C'est pas la peine, hein, ça va pas marcher. Et franchement, ça arrive un peu. Hein. Et quand vous le voyez arriver le matin, il est 8h du mat. Vous vous rendez compte que je me suis levé genre à 6h45 pour aller le voir quand même. Donc la base.
Et le premier truc qu'il fait, c'est prendre son tableau et marquer 150 burpees dessus. Qu'est-ce qui vous vient à l'idée, sérieusement? Est-ce qu'à ce moment-là, vous pouvez aimer? Ça me fait trop. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il te regarde, il te fait non mais c'est bien comme échauffement, non? Non, c'est pas un échauffement, ça c'est un WOD. Encore une fois. Moi j'aime bien les WOD d'échauffement. Ouais, voilà. Non, en vrai je le vanne, mais moi j'ai mon point de non-retour. Hein. Si à un moment ça me casse trop les bonbons, que je sens que c'est. Pas que c'est pas ludique, mais que c'est un truc qui me convient pas, je le dis et non, bah, ça me saoule quoi. Ouais, il me semble que. Voilà. Il me semble que ça, si ça arrive, je le saurais, oui. Voilà, bah. T'inquiète pas. Je le saurais sur YouTube. Oui. Donc toi, au niveau de ton coaching, si tu devais te définir en tant que coach, en termes de valeur, de ce que tu voudrais montrer aux gens, qu'est-ce que tu mettrais en avant? Pour synthétiser, pour moi, il faut une bonne relation entre le coach et ses athlètes. Donc ça veut dire que je peux très bien dire à un groupe de fermer sa gueule, mais c'est parce que là, il faut être sérieux. Et surtout, moi, ce que j'aime dans ce boulot, c'est amener les gens à aimer bouger. Apprécier d'éprouver son corps, en fait. Pas être là, bah, j'ai mal partout, c'est nul, mais voilà, se dire, j'ai mal partout, j'ai réussi à faire ça. C'est les plus beaux messages que je peux recevoir, ou les plus belles reconnaissances que je peux voir, c'est quand il y en a un qui tape son premier double under, ou sa première pull-up, ou du coup son premier muscle-up pour les plus avancés. Bah, tu vois un truc dans les yeux qui... Pas beaucoup de métiers où tu vois ça, tu vois. Pourquoi j'adore autant le sport, tu vois, c'est le truc, c'est que c'est des choses que tu contrôles toi-même en fait. Quand vous êtes dans votre boulot, avoir de l'avancement, ça dépend pas que de vous, ça dépend de votre travail forcément, mais ça dépend aussi de votre patron s'il a envie de vous avancer. Clairement dans le sport, si vous voulez aller loin, c'est que vous vous donnez la clé pour y aller quoi. Si vous... Bah, moi mon délire c'était de faire des double under, je me suis acharné pendant 6 mois, ça a pris le temps mais j'y arrive. Et clairement c'est des choses que vous décidez. Par exemple marcher sur les mains, c'est un truc qui est quand même très très compliqué pour beaucoup de gens parce qu'on parlait de l'appréhension sur tes barres tout à l'heure et l'appréhension de se mettre la tête en bas, elle est quand même présente chez beaucoup de gens. Et du coup, par exemple, c'est assez génial déjà d'arriver à amener quelqu'un à juste se mettre la tête en bas et qui descende et qui dise wow, ça y est quoi. Enfin, on a passé un cap dans lui, la représentation qu'il avait du truc, dans la confiance qu'il a en ses épaules et en son corps en général, et dans juste les possibilités qui s'ouvrent à lui. Et c'est tout ça que tu vois dans wow, c'est ça que moi j'aime, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Donc c'est ça, mes valeurs, ça serait la cohérence et la bonne sensation. Franchement, vous imaginez même pas à quel point il me cartouche. Il me met des 800 mètres tout le temps et tout, c'est chiant. Là, t'as dit au début de la vidéo que t'avais jamais fait de compétition. Oui. Alors bon là, il y a le Covid-19, t'as une excuse. Tu serais prêt à partir dans le truc de faire une compète avec moi en binôme. Il n'y a pas d'échéance, hein, parce qu'on sait justement avec les évolutions et tout de ce qui va se passer. Dans les prochains mois, sans pression, on s'en fout parce que de toute façon ce sera moi le plus lent dans l'affaire, de faire une compète. Je gagne toujours, Jack. Abaissez régulièrement. D'une façon ou d'une autre. Là l'idée c'est que je vais le mettre en ligne ça. Et que normalement il y a pas mal de monde qui commence à regarder. Et tu sais très bien que je vais le poster aussi sur le truc de la boxe. Et que ça fait qu'il y a d'autres personnes qui vont regarder. Alors est-ce que tu es prêt à t'engager à dire qu'on fait une compète en binôme? Allez, on va dire avant la fin de l'année, ensemble. Ok. Tu te sens chaud? Oui. Quand on est avec des gens en mode ouais vas-y ça te dirait qu'on fasse ça, moi je veux dire là au moins il y a une preuve. Moi aussi ça me trotte dans la tête depuis un moment, mais ouais, en binôme, ouais. Et ben voilà, ça c'est acté. Donc petite annonce, on vous tiendra au courant, mais pourquoi pas cette année avant la fin de cette année si tout est possible, s'inscrire à une compète, voilà, sans pression, en rigolant, en scale pour tout. Non, je déconne, en réaliste, mais... Je fais pas de compétences scale. Bon, bah tant pis. Ok. Bon voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de pourquoi moi j'ai pris un coach perso, de ce que ça représente comme investissement, pourquoi vous devez vous décider ou non à faire cette démarche. Je pense qu'on a fait un petit panel des choses qu'il fallait dire et expliquer dans ce genre de choses. En tout cas, j'espère que vous ça vous a plu, j'espère que les annonces, tout ça, vous allez les suivre. En tout cas, comme d'habitude, vous pouvez les suivre sur Insta, sur Facebook, les liens ils sont en description. Si vous aussi, vous voulez faire appel à Romain parce que vous êtes dans le coin de Montpellier et que vous voulez un super coach, pareil, ça va s'afficher là. Pareil, en description, vous pouvez cliquer. Et puis, bon, si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team, voir un petit peu plus de l'envers du décor, Instagram, Facebook. Si tu veux soutenir les projets et porter les couleurs, pareil, il y a le store. Et nous, on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!